vous allez évoquer l'histoire de Verdun, mais à travers un angle original et puis quelque peu mystérieux pour nous, pour la plupart, hein, à savoir à travers les blasons, les armoiries du canton de Verdun. Et au-delà. On va pas se cantonner à Verdun, c'est le cas de le dire. Merci, Madame la Présidente. Voilà, je suis heureux de vous retrouver, comme chaque année. Alors, je suis toujours à la recherche d'un sujet original. Là, je vais sortir un petit peu de mes habitudes, m'aventurer dans un domaine que je ne connais guère, mais quand on est historien, c'est en effet l'héraldique une science qui peut être très utile. Les historiens, nous parlons des sciences auxiliaires de l'histoire. J'ai enseigné pendant longtemps, par exemple, la paléographie, c'est-à-dire la manière de lire les écritures anciennes à la faculté, donc pour mes étudiants, mais la sigillographie, l'étude des sceaux et l'héraldique, l'étude des blasons, est considérée aussi comme utile, vous le verrez à un certain moment, pour repérer comme cela l'histoire à la fois de nos villes, des familles particulièrement, mais c'est un domaine très particulier quand on part sur l'histoire des grandes familles. Alors avant de commencer, je veux dire que je dois un grand merci à Michel Manson qui est là parce que je l'ai mis à contribution pour la partie technique. Il y a des choses que je sais parler, mais aller capter des images à partir d'Internet, c'est pas toujours évident, et surtout les mettre dans le bon ordre pour les présenter dans un PowerPoint. Donc il m'a rendu un service immense, je ne sais comment le remercier parce que c'est grâce à lui que vous allez pouvoir feuilleter, nous allons le faire ensemble ce soir, un grand album d'images, vous allez voir, qui est assez curieux. Alors comment je suis arrivé là? Eh bien c'est tout bête, c'est parce que le département, je ne sais pas si c'est le conseil départemental ou la préfecture, je ne sais pas qui c'est qui décide de ça, ont décidé de mettre dans tous les villages de Tarn-et-Garonne la plaque avec le nom en occitan. Et question subsidiaire, ils ont demandé au maire, y a-t-il des armes pour votre village? Et alors, à force d'être embêté par des maires qui me téléphonaient, qui me demandaient, on a un blason à Vigoron, je ne sais pas où. Alors j'ai dit, bon, j'ai eu l'idée de chercher, je savais qu'il existait, le grand armorial d'Osier. Je ne savais pas tout ce que c'était. Et c'est comme ça que j'ai découvert que ce véritable trésor, il n'est pas tant que ça, vous allez le voir, ce véritable album beau à feuilleter, en tout cas, est en ligne. Grâce à Internet, maintenant, la Bibliothèque nationale de France met en ligne pour les chercheurs énormément de choses. Ce sont de belles images en couleur, vous verrez, ce sont des grandes pages, et grâce à ça, j'ai repéré, alors que j'avais lu des articles anciens sur les blasons des villes de Tarn-et-Garonne, par exemple, qui avaient été présentés dans l'armorial, grâce à ça, j'ai pu les voir et me dire, peut-être que ce ne serait pas inintéressant d'aller voir ce que ça dit sur le canton de Verdun. Puis on s'aperçoit qu'il n'y a pas simplement les villes, qu'il y a aussi des bourgeois dans chaque ville, qu'il y a des corps constitués. On va feuilleter ce livre. Alors en commençant, je vais essayer de vous donner un petit aperçu. Déjà, c'est d'où viennent les blasons et pourquoi il y a des blasons. Je vois qu'il y a le sceau de Verdun, qui va être une des premières images. Au départ, en effet, les premières apparitions d'images et d'armoiries, si vous voulez, viennent de l'époque de l'armement des chevaliers dans les croisades, par exemple, c'est exactement l'époque des croisades, lorsque, autour des années 1100, l'armement se fait tellement compliqué, il cache tellement le visage du guerrier, qu'à un certain moment, comme les motards d'aujourd'hui, on ne peut pas les reconnaître. Et donc, pour les reconnaître, on a l'idée de mettre des signes, et assez agressifs, souvent d'ailleurs, pour faire peur à l'ennemi, donc des signes qui soient représentés sur l'écu. Et vous verrez que ce qu'on appelle le blason, c'est la forme d'un bouclier au départ, c'est le nom de l'écu, du bouclier. Et sur ce bouclier, donc, on va commencer à mettre des représentations simplifiées, donc des dessins qui vont petit à petit avoir un certain code de représentation, et particulièrement des couleurs très particulières, puisqu'on va jouer sur des métaux. Il y a deux métaux, hein. Le premier c'est l'or, qui est le plus prestigieux, le second c'est l'argent, qui est le blanc, l'or, le doré, le blanc, l'argent, et ça vous donne en même temps des couleurs qui vont avoir des noms différents. Alors, il y a deux métaux, on ne mélange jamais métal sur métal, ni couleur sur couleur, hein. Il faut qu'il y ait un mélange des deux, il faut qu'il y ait
une couleur sur un métal, mais on va faire 2 couleurs sur 2 couleurs. Alors les couleurs, ensuite, vous connaissez les plus belles au moins, le rouge, qui va être une des plus prestigieuses, qui s'appelle en héraldique de gueule. Et ensuite le bleu, qui s'appelle azur. C'est joli, vous voyez. Le bleu va venir très souvent, à cause aussi de la famille de France et des lys de France, mais qui sont souvent en argent aussi. Donc le bleu sera très, très utilisé. Et ensuite, on trouvera le vert. On va le rencontrer beaucoup dans notre région, chaque fois qu'il y a des forêts et qu'il faut faire un arbre. Donc nous aurons le sinople, ça s'appelle le vert. Et le noir, qui s'appelle en héraldique sable. Donc voilà les couleurs à peu près. Après, il y a quelques dessins. Je ne connais pas toujours le vocabulaire par cœur. En tout cas, vous savez, ma science, à moi, elle vient d'un grand professeur, justement, du Moyen-Âge, qui s'est fait le spécialiste de beaucoup de choses. Mais il a commencé par travailler le bestiaire armorié. Et maintenant, il écrit sur les animaux. Il s'appelle Michel Pastoureau. Et il a fait des livres sur les couleurs. L'histoire du bleu, l'histoire, etc., de toutes les couleurs. Et il est passionnant. Et il a fait donc un traité d'héraldique, qui est un des grands traités comme ça, qui permet de travailler. Si vous êtes, comme moi, passionné par les livres à belles images, vous avez dans la collection La Découverte Gallimard un très beau livre fait par lui, avec justement beaucoup de photos en couleur, et qui explique cette question de blason et tout ça, pour pas cher. Donc, figure de l'héraldique par Michel Pastoureau. Ma science est une grande partie de ce petit livre. Et, bon, j'ai le gros traité d'héraldique aussi. Et il y en a un autre que j'aime beaucoup, mais il n'y a pas d'image en couleur. C'est un que sais-je, un vieux que sais-je, sur le blason, qui est totalement complet, et il m'a servi à trouver des termes techniques pour désigner certaines figures que je n'avais pas souvent rencontrées, ou je ne savais pas comment les appeler. Hein. Alors donc, au départ, on trouve la première image sur les boucliers. Et la date de démarrage, c'est les années 1130-1150. C'est-à-dire qu'à partir de 1150, le milieu du XIIe siècle, la mode se répand, et au XIIe et XIIIe siècle, alors après, c'est surtout le XIIIe, c'est là qu'on va voir représenter énormément de signes qui seront utilisés donc en blason ou en armes. Et il y a un autre endroit où on les voit apparaître, en même temps que sur les culs des chevaliers, ce sont les fameux sceaux. Et ce que nous avons, donc, parmi les documents les plus anciens et qui vont nous permettre de voir la différence dans l'armoire d'osier tout à l'heure, ce sont les sceaux de ville. Il y a un travail qui a été fait d'ailleurs dans la publication des blasons, enfin de tous les sceaux que nous avons aux archives nationales concernant les villes de France. Il y en a 12 du Tarn-et-Garonne, et parmi les plus anciens figure Verdun, puisque le plus vieux de tous du Tarn-et-Garonne, c'est celui que vous avez à droite là, donc avec le sceau de Verdun, c'est 1242. Nous sommes encore à l'époque de Raymond VII. Ils viennent de se révolter d'ailleurs contre le roi Saint-Louis. Il a essayé tant qu'il a pu de faire casser le fameux traité de Paris infamant qui nous rattache à la France. Et donc en 1229, il a monté une guerre de révolte contre Saint-Louis. Il s'est fait battre à Taillebourg en 1242. Et c'est cette année-là que les consuls de Verdun, donc avec Raymond VII, donc, envoie un document à Saint-Louis, et c'est ce sceau qui est reproduit dans votre tiré de l'ouvrage de l'histoire de Verdun, où il y a écrit Sigillum Universitatis Verduni. Et Sigillum, ça veut dire sceau, Universitas, c'est le mot qui était employé en latin pour désigner la commune, l'ensemble des habitants de Verdun. Et on a un autre sceau qui dit la même chose, qui est plus tardif, qui est des années 1309, pardon. 1309, c'est l'année du procès des Templiers. Pour le procès des Templiers, beaucoup de gens de chez nous sont montés à Paris, convoqués à une grande assemblée par Philippe le Bel, et ils sont arrivés avec des lettres qui montraient l'authenticité de leur délégation. Et donc, alors qu'est-ce qu'il y a de représenté? Eh bien, la fameuse croix de Languedoc, qui est, bien entendu, vous le savez, la croix qui apparaît sur l'écu des comtes de Toulouse, et qui est le signe de la maison de Toulouse. Verdun appartenait directement au comte de Toulouse, qui venait souvent chasser dans notre région, et il a signé la charte de fondation de Montauban en étant dans les bois de Verdun. Et donc, nous le trouvons un peu partout. Et le comte de Toulouse, donc, porte comme arme cette fameuse croix qu'on maintenant on appelle la croix occitane, mais qui est la croix de Toulouse, qui est vidée. Alors au milieu, vous voyez, elle est creuse, en quelque sorte, avec ces fameuses
boules, ça veut dire, on dit pommetées dans le langage héraldique, les 12 boules donc, qui sont aux extrémités, et cette forme bien particulière et bien originale. Donc c'est la croix de Languedoc. J'ai noté que rien que pour le Tarn-et-Garonne, elle apparaît dans le sceau de Moissac, de Molière, de Castel-Sarrazin, de Montauban, de Verdun et de la Française. Vous voyez, elle n'est pas propre, et enfin Verdun l'a vraiment unique. Et à gauche, une représentation plus traditionnelle, qu'on verra reproduite dans certains sceaux de l'armorial d'Osier, c'est un château, tout simplement. On le trouve surtout parce que Verdun, vous le savez, est un château royal qui dépendait au départ directement des comtes de Toulouse et qui a été ensuite attribué au roi de France. Et donc, pour représenter un château, on met des tours avec la porte, vous voyez, et il y a même un joli barouille, elle est bien fermée, et vous avez une porte cintrée, vous voyez, qui est, et des créneaux. Donc, ça c'est symboliquement, et des fenêtres géminées, etc. Bon, c'est très classique. Castel-Sarrazin, par exemple, a un peu le même style de représentation dans le sceau, dans les sceaux des villes. Alors voilà donc l'origine. L'origine, ce sont les armoiries qu'on voit apparaître sur les écus des chevaliers, d'où vient le nom de l'écu, et qu'on va ensuite se développer à travers les sceaux, qui sont aussi un des moyens de les représenter, au moins pour les villes, et aussi les communautés religieuses, par exemple les abbés, etc. Les évêques ont des sceaux où il y a aussi des marques. Alors on passe maintenant directement à la présentation de l'armorial d'Osier. Alors nous sommes devant un phénomène assez extraordinaire. Nous sommes au XVIIe siècle, à la fin du règne de Louis XIV, il meurt en 1715, et Louis XIV, il fait la guerre tout le temps, vous le savez, quand on fait la guerre, on a besoin d'argent. Et quand on a besoin d'argent, il faut inventer tous les stratagèmes possibles et imaginables pour attraper les sous. Et donc, c'est une opération uniquement fiscale et de taille, et pour essayer d'attraper de l'argent, qui va rapporter beaucoup d'ailleurs au Trésor royal, qui a été lancé de toutes pièces avec l'idée d'obliger toutes les communautés, toutes les familles qui auraient un écu et des armes et des blasons, de les déclarer et de les inscrire à ce qu'on appellera le Grand Armorial de France. Et c'est un certain Charles d'Osier, donc, qui est chargé il a le titre au départ de juge d'armes, il l'avait déjà depuis le XVIe siècle, où déjà ils étaient chargés, si vous voulez, comme espèce de tribunal qui pouvait attribuer des armes et contrôler surtout leur authenticité et éviter les litiges quand quelqu'un pouvait prendre les armes de l'autre. Donc il pouvait y avoir des disputes entre familles. Hein. Alors ce qu'il faut déjà se dire, c'est que ce n'est pas seulement les nobles qui ont des armes. D'ailleurs, vous allez le voir, tous ceux que nous allons voir ici, aucun n'est noble par exemple. Pratiquement une ou deux familles. Et donc, n'importe qui peut se fabriquer des armes. Donc, les communautés religieuses en avaient, donc les villes en avaient, vous l'avez vu tout à l'heure, avec les sceaux, et il y a aussi donc des familles qui se fabriquent des armes. L'armorial, donc, il est conservé aux archives nationales, il comporte au total 125 807 blasons, et il y en a 12 217 pour le Languedoc, où nous avons puisé, donc, c'est-à-dire 2 gros volumes. Au total, ça représente 34 volumes de texte, 35 volumes de dessins, donc qui sont accessibles en ligne actuellement, les volumes de dessins. Ils sont réalisés donc, entre 1597 et 1700. Et dans cette aventure, on va se trouver devant une espèce de supercherie. C'est une vaste supercherie, c'est-à-dire que il va falloir obligatoirement inventer des armes pour ceux qui n'en ont pas, et j'ai trouvé une critique très violente de cette opération dans notre fameuse Histoire générale de Languedoc, écrite par les bénédictins qui ont rédigé une histoire de notre grand Languedoc, en 16 gros volumes maintenant dans l'édition private, et il y avait parmi ces bénédictins, dont V7, un moine bénédictin, qui avait séjourné à l'abbaye du Masgrenier, qui était né juste un peu avant, il était né en 1685, donc il avait 10 ans quand il a fallu faire la déclaration pour les familles, et il meurt en 1756. Et donc V7 dit donc comment un édit paraît en novembre 1796, et vous avez ici l'idée que la mention, vous voyez, que M. d'Osier
doit réaliser cet armorial. Et ce grand armorial, donc, va avoir ce titre, et à l'intérieur, donc, chacun va être obligé de déclarer en payant une grosse somme. Il fallait payer 20 livres quand on était un particulier, et par exemple, j'ai noté qu'on a tellement berné les pauvres curés de campagne à qui on a fait croire qu'il fallait qu'ils se déclarent, puis ça devait avoir un peu de gloriole aussi. Et donc, mais ça leur coûtait 20 livres, sauf qu'ils ne touchaient que 80 livres par an. Alors, ça faisait cher comme recette. Hein. Et alors, il a fallu envoyer un édit spécial en 1700 pour dire qu'il fallait plus embêter les curés et leur faire gratuitement parce qu'on allait les ruiner. Et vous voyez, il y en a quelques-uns curés de chez nous qui ont fait leur édit. Et alors, ces fameux fabricants d'armes officiels, ils enregistraient normalement les armes qui existaient déjà. Donc vous allez le voir, ça se voit tout de suite. Certaines communautés ont envoyé leur blason, certains villages, et on peut déterminer, on a travaillé sur la source, mais je n'ai pas su le faire, s'ils l'avaient vraiment déclaré eux-mêmes et qu'elles étaient anciennes, les armes. Mais vous verrez au dessin, ça se voit tout de suite. Mais pour les autres, on les a inventées. Et alors les types, ils ont inventé, mais n'importe quoi. C'est-à-dire, c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire, vous allez voir, je vais vous faire voir un armorial fantaisiste, en quelque sorte. C'est amusant, hein, c'est très joli, mais c'est une véritable loterie, dit ici Don Vessette, où le hasard seul de l'inscription décide. Tel jour, le commis ne distribue que des faces, c'est-à-dire des bandes. Faces d'or sur gueule, sur azur, sur sinople, bleu, sur pourpre, sur sable, sur hermine, sur contre-hermine, sur vert, sur contre-vert, puis face de gueule sur or, sur argent, sur hermine, etc. Peu importe que le personnage doté de ces armoiries à la douzaine soit militaire, magistrat, bourgeois, ecclésiastique, les communes elles-mêmes et les corporations n'échappent point à la tyrannie égalitaire de la série. Donc, vous voyez, on va se trouver devant des commis d'office qui, contre argent, pour récupérer l'argent de la taxe, feront du n'importe quoi en fabriquant des armes complètement inventées, et vous verrez qu'ils jouent essentiellement sur les armes parlantes et la sonorité. Et là, vous avez agrandi, vous voyez, ce que donne une page de l'armorial, en vous donnant donc des personnages qui sont regroupés géographiquement. C'est-à-dire que sur cette page, vous voyez, vous trouvez en toile soulier, on les verra tout à l'heure en détail, enfin on les verra de plus grossis, vous voyez, ce sont des bourgeois de Verdun, il y en a un de Brignemont, vous voyez, c'était la même région à l'époque, hein, et à gauche aussi, vous voyez, c'est la page qui correspond aux différents bourgeois de Verdun, que nous verrons d'ailleurs tout à l'heure, donc, plus en détail. Voilà ce que ça donne, vous voyez, chaque page. Hein. Alors, c'est le travail qu'a fait Michel, c'est d'aller les chercher et de les agrandir pour que vous les voyez séparés. Alors, on continue, on y va. Alors, d'abord, les communautés religieuses. Ici, vous avez un des blasons, justement, concernant notre abbaye de Grand-Selve. Et, à ma grande surprise, je croyais que le blason de Grand-Selve, c'était celui que nous voyons dans l'église de Bouillac. Alors souvent, la plupart de ces blasons, ils ont été repris par les maîtres verriers du XIXe siècle, et dans beaucoup de nos églises, il y a, à Beaumont, il y en a en pagaille, il y a des armes comme cela, soit des familles des donateurs, soit aussi des papes, des évêques, etc. Et ici, le vrai blason de Grand-Selve, c'est celui-ci. Ce sont deux lévriers de Sinople, vous voyez, affrontés, et qui sont sur un fond d'argent. Et ce blason, il est attesté anciennement pour Grand-Selve, avec un autre qui est plus commun, qu'on retrouvera, je crois, pour un autre abbaye, c'est celui de la représentation d'une Sainte Vierge en or, qui est représentée sur un fond, en général, d'azur ou comme ça. Donc ça, c'est un des blasons de Grand-Selve. À Bouillac, si vous connaissez l'église de Bouillac, il y a un autre blason qui a été attribué aussi à Grand-Selve, avec un éléphant qui porte des tours, qui est très compliqué. C'est un blason plus complexe, mais qui existe aussi pour Grand-Selve. Donc il y en a plusieurs. Celui-ci, donc, est authentique, c'est un des blasons. Alors les abbayes, elles payaient 300 livres, je crois. Hein. Fallait payer. Hein. Alors voilà un des jolis blasons, qui est authentique celui-là aussi. C'est la reproduction. Alors je peux vous donner, pour que vous voyez un peu le genre de ce que ça donne quand on est fort pour les blasonnages, je vais vous donner exactement la description
que de ce blason que vous reconnaissez facilement de Saint-Pierre, la cour du Mas, avec Saint-Pierre et ses clés, voici ce que ça donne en termes de blason. D'azur à un Saint-Pierre de carnation, vous voyez, qui est un peu rose, sur une terrasse de sinople, donc du verre en bas. Sa robe d'or, son manteau d'azur, tenant de sa main dextre 2 clés en pâle, l'une d'or et l'autre d'argent, accosté en chef au côté senestre d'un croissant de gueule. Alors, le blason c'est à l'envers par rapport à ce qu'on regarde. Hein. Le senestre est à droite et le dextre est à gauche pour nous. Hein. Donc, du côté senestre d'un croissant de gueule et une face d'une étoile d'azur à destre. Il manque la face là. Hein. Et une fleur à senestre. Elle y a la fleur de lys, et oui, la fleur de lys à senestre. Donc vous avez, vous voyez, là l'authentique blason de l'abbaye Saint-Pierre de Masgonier, qui est facile à identifier, avec, vous voyez, il y a une accumulation aussi des couleurs nobles, hein, l'argent, l'or hein, et l'azur. Hein. Il n'y a pratiquement pas de gueule, à part pour là-haut, le croissant. Alors on continue. Ceci c'est un cas particulier aussi. Ce sont la confrérie des prêtres de la douzaine. Alors les prêtres de la douzaine, c'est une organisation qui existe dans beaucoup d'églises collégiales ou importantes. C'était ce qu'on appelait au XVIIe siècle des consorces de prêtres. C'est-à-dire que les prêtres se regroupaient autour d'une église importante et vivaient en communauté comme des chanoines, et ils étaient souvent regroupés comme les œufs, soit par douzaine ou par 24. Donc, vous voyez, c'est amusant. Alors, on les comptait, parce que vous le savez, nous marchons sur un système décimal qui nous a été imposé par la République, mais avant, on fonctionnait davantage, comme peut-être les Anglais ou d'autres, par le système 6. Hein, donc, alors, là, vous avez, ils ne sont pas fatigués, hein, ils ont mis des coquilles hein, sur un fond. 12, il doit y en avoir 12, je ne l'ai pas compté, mais sur un fond d'azur. Hein, voilà. Donc, la consorce des prêtres de Verdun, c'est peut-être un authentique celui-là, par rapport à un qui aurait pu être inventé. Ici, vous avez à gauche un des blasons typiques qu'il faisait alors en série, c'était pas souvent le blason original, qui représente une croix pactée, vous voyez, avec simplement donc, les religieuses de Sainte-Claire. On a le même pour Beaumont, où il y a aussi des clarisses. Donc pour tous les couvents de clarisses, ils faisaient à peu près le même blason. Et à droite, vous avez un peu le genre de ce qu'est une communauté. C'était une communauté donc, de prémontrés, de chanoines, hein, qui était tout près de Grenade, donc avec représenté tout simplement, vous voyez, une vierge qui là aussi a les mêmes couleurs nobles de gueule, d'azur, avec la carnation d'un petit Jésus couronné, et ensuite, donc, elle tient je ne sais pas comment ça se dit, ce bâton, avec une fleur de lys, hein, en tout cas, hein, une masse peut-être ça se dit, hein, je ne vais pas chercher les termes techniques, hein, voilà, hein, un sceptre peut-être, voilà. Alors voilà, les Ursulines de Gimont, celui-là est très intéressant, parce qu'il reproduit une image de la Vierge qui est très connue à la fin du Moyen-Âge, c'est la Vierge au manteau, qui, avec son manteau, recouvre ses enfants, vous voyez, et elle les protège. Ça, on le trouve beaucoup dans l'art religieux de la fin du Moyen-Âge. Quand on lit le livre des 1000 mâles sur cette période, on le voit représenté très souvent. C'est joli, et c'est sûrement un qui doit être authentique. Et les Bernardins, c'est-à-dire tout simplement les cisterciens de Gimont, sont représentés donc, avec ce que peut-être aussi était aussi le même blason à Grand-Selve, une vierge d'or sur fond d'azur. On le retrouve aussi à Grand-Selve. Oui. À droite, vous avez le blason de Belle-Perche, où vous retrouvez, comme chez tous les cisterciens, encore une fois, l'image de la Vierge Marie, qui est donc le blason authentique. Alors, Michel Manson est allé chercher dans un livre qui a beaucoup servi d'ailleurs aux décorateurs de nos églises du XIXe siècle. Presque dans toutes les églises, à la Rasette par exemple, si vous rentrez à la Rasette, de chaque côté vous avez ces blasons. C'est-à-dire que l'historien, celui qui a écrit l'histoire du diocèse de Montauban, en 1881, qui est un des membres de la Société archéologique à ses origines, le chanoine Camille Dox, a écrit donc une histoire de Montauban, et il a fait
l'ensemble, l'armorial du diocèse de Montauban, et à l'époque, donc, avec l'imprimerie, il avait reproduit les plus beaux blasons concernant l'histoire diocésaine. Vous avez les différentes abbayes, vous voyez, vous retrouvez nos abbayes cisterciennes, ou l'abbaye de Moissac, qui a son chevron de gueule, sur fond d'argent, et vous retrouvez Montoriol, alors celui-là on le revoit souvent à Montauban. Montoriol, c'est la représentation tout simplement d'un mont doré, avec l'oriole, c'est un jeu de mots, hein. Donc, puisque c'est Mons Aureolus, mont doré. Alors là, c'est une de mes hypothèses, je dis à tout le monde, mais je ne l'ai jamais écrit, mais je pense que c'est la vraie raison. Pourquoi Montoriol? Pourquoi Montauban? Eh bien, tout simplement, lorsque vous créez quelque chose de neuf ou que vous voulez donner de la noblesse, vous cherchez du côté de l'or et du côté de l'argent. Le plus ancien était déjà là, il s'appelait Montoriol, avant Montauban, donc il y avait une abbaye qui s'appelait Montoriol, Mont-Doré, et lorsqu'on a créé donc une nouvelle ville, en antithèse face au Mont-Doré, on a tout simplement choisi l'autre couleur noble du métal le plus noble, qui est l'argent, et on l'a appelé Mont-Blanc. Pour moi, ça me paraît évident, et il n'y a pas besoin d'aller chercher les sols qui seraient blancs. Voilà, ça n'a rien à voir, parce qu'après on fait des jeux de mots. Alors les jeux de mots, pour expliquer les armoiries, c'est complètement fantaisiste. Mais c'est ce qu'on appelle les armoiries parlantes, parce qu'une armoirie c'est un rébus. Et il faut qu'en voyant l'image, vous deviniez de quoi ça parle. Vous habitez Montpezat, vous mettez un mont et une balance. Ça vous fait Montpezat. Donc ça, ce n'est pas l'explication historique, étymologique du nom de Montpezat, mais ça parle. C'est un rébus et ça se lit tout de suite. Voilà. Donc c'est le cas de Montoriol. À gauche, vous avez Beaulieu, autre abbaye cistercienne qui est située à l'autre bout du département, dans le Rouergue. Et donc il y a un lion l'an passé, vous voyez, d'or, et la Garde-Dieu, plus classique, avec une croix, tout simplement, une croix latine, aux branches égales, et c'est la croix grecque, pardon, les branches égales. Et ensuite une croix avec des pattes, donc, en deux sinoples, sur fond d'argent. Voilà. Il y a une espèce de violet, je ne sais pas quel est le nom du violet, je ne le sais pas, c'est peut-être mal rendu. Et ici, vous retrouvez un peu une autre pour Saint-Marcel, autre petite abbaye cistercienne, située actuellement à Réalville, alors qu'elle avait été fondée à Sept-Fonds. Alors maintenant, on va passer aux villes et communautés d'habitants de notre région. On va se promener un petit peu. Alors voilà, par exemple, un des blasons complètement fantaisiste, je crois que les deux le sont plus ou moins, c'est-à-dire que vous avez à droite un blason composite, mais vous voyez qu'on n'a pas été fichu de reproduire la croix de Languedoc au XVIIe siècle dans l'armorial d'Osier. On a mis une croix grecque, décidément d'or, sur fond de gueule, avec des fleurs de lys qui pourraient rappeler l'origine du rattachement au roi de France, et le château royal qui pourrait être évoqué par ces deux tours, qu'on dirait qu'on a coupé le blason en gardant que les deux tours, des deux extrémités. Vous voyez, c'est là que ça fait dire que, sûrement, c'est pas les armes qu'on a déclarées à ce moment-là, ou alors on avait oublié les armes anciennes du sceau, et l'autre, alors, ça c'est une fantaisie complète, c'est-à-dire que les habitants du lieu, donc, comme on le verra à d'autres endroits, ont aussi déclaré leur blason, mais ils l'auront fabriqué, vous voyez, des losanges rouges, donc de gueule, sans aucun intérêt. Donc ça fait partie de ces distributions automatiques de dessins fantaisistes complets. Un jour ils font des ronds, un jour ils font des losanges. Donc là, ça n'a pas d'intérêt historique, mais ça fait un joli blason. Voilà. Il devait être fier. Ah, celui-là, par contre, celui de Bourrette, il a toute une histoire, et ils en sont fiers, les gens de Bourrette. Parce que, d'après Don Bessette, dans l'histoire générale de Languedoc, il nous dit que ce serait un blason parlant. J'ai cherché si Bourrette pourrait avoir une signification sonore qui pourrait rappeler quelque chose dans le canon, à part la bourre qu'on pourrait mettre pour bourrer le canon, ça se pourrait. Mais d'après l'histoire de Malrieux, la monographie de Bourrette, il dit que non, c'est une authentique parce que à Bourrette, ils avaient prêté un canon pendant les guerres de religion aux gens de Maubec, et ils s'en sont servis pour défendre leur ville contre les protestants, et depuis ils ont obtenu le droit de mettre un canon dans leurs armoiries. Donc c'est non è vero e bene trovato, en tout cas c'est à la gloire des gens de Bourrette,
vous voyez, qui aurait ce canon en souvenir de la défense pendant les guerres de religion, donc un canon de sable, hein, qui est sur un fond d'argent. Et à droite, Saint-Sardos. Alors sur Saint-Sardos, mon ami Raymond Granier, ça fait longtemps qu'il me tarabuste sur cette histoire du blason de Saint-Sardos. Il m'a envoyé un message donc, au sujet. Il y a en effet 2 blasons pour Saint-Sardos. J'avais toujours dit, et je croyais, que dans Dosier, c'était eux qui avaient inventé un blason avec des armes parlantes, avec 3 sardines, parce que une sardos et une sardine. Hein. Alors Saint-Sardos, hein, on aurait mis des sardines. Mais il existe le blason avec les sardines. Mais celui qui paraît le plus authentique, c'est celui-ci, donc, hein, c'est bien ce qu'il donne, qui est, d'après Dosier, donc, le blason avec cette croix d'argent, donc, voilà, qui est avec 4 fleurs de lys à côté d'argent. Non, c'est pas celui-là. Il parle d'argent à 3 sardines, il parle que de celui-là. Alors qu'il y a ce blason dans Dosier, vous voyez, c'est celui-là, 2 gueules, à une croix d'argent cantonnée de 4 fleurs de lys de même. Oui. Alors, est-ce que c'est celui-là le valable, ou est-ce que c'est l'autre? On n'en saura rien. En tout cas, dans Dosier, c'est celui-ci. Voilà. Dieu Pantal, vous voyez, là aussi, on a fait un peu n'importe quoi. On a fait, bon, une série d'écartelés, ou je ne sais pas comment on dit, avec une mosaïque, hein, qui est faite de jeux, on dirait un panneau de sens interdit. Hein, les panneaux de sens interdit viennent de là aussi. Hein, c'est-à-dire que vous avez un fond de gueule avec une bande d'argent au milieu. C'est ce que démontre Michel Pastoureau. On respecte encore aujourd'hui la loi des blasons et de l'héraldique dans la fabrication des panneaux de signalisation routière. Hein. Bon, dans la gauche et à droite, les habitants de Canals. Alors, il y avait un article très ancien que j'ai amené ici d'ailleurs, dans un numéro de 1958 de la Société archéologique, un certain Desrochettes, qui est un de ceux qui avait travaillé sur l'héraldique du département, fait un article et il parle de ce blason qui a l'air ancien, des habitants de Canals qui l'ont déclaré. D'ailleurs, ils se sont fait un beau lion, vous voyez, avec un sabre à la main, hein, et donc un lion qui est fier, hein, vous voyez, tout droit, hein, voilà. Hein. Alors là, en effet, on a remarqué aussi, en travaillant sur cette région, que les villes qui sont près de la forêt de Montèche ont tendance à marquer le lien avec le bois en représentant un arbre, vous voyez, et donc de sinople, un chêne, hein, de sinople. Alors, pour les champs de Montbartier, on leur a mis une espèce de chat-huant, je ne sais pas, un hibou, je ne sais pas quelle réputation ils ont à Montbartier, mais enfin, est-ce que c'est eux qui se le sont choisis ou est-ce qu'on le leur a imposé? Par contre, celui de Saint-Porquier, il est authentique, c'est-à-dire que il semblerait j'avais entendu dire aussi pour se moquer des gens de Saint-Porquier, qu'à cause du patron de la ville qui est Saint-Porquier en occitan, Saint-Porcher en français, qui est un saint authentique, hein, qui a été évêque du côté d'Arles, je crois, et en Provence, et qui est le patron de la paroisse, qui a donné son nom à la paroisse, et du coup le rapprochement se fait avec le nom du porc, et ils ont donc un chêne de sinople avec un porc de sable passant, ça s'appelle, c'est-à-dire qui passe devant le chêne, vous voyez. Donc ils ont un beau blason qui est ancien et dont ils peuvent être fiers. Voilà. À gauche, par contre, vous voyez, là nous sommes dans un blason qui peut-être est ancien, mais qui a l'air tout simplifié, et surtout qu'on a fait, vous voyez, une croix donc d'azur sur un fond d'or, hein, qui est quand même pas mal, et à Fignan, c'est complètement fantaisiste sûrement. Là, ils ont fait une bande, vous voyez, une face donc verticale d'or avec ces losanges qui maintenant sont d'or. Hein. On a inversé par rapport aux autres qui avaient du rouge dans le losange. Là, le losange, le gueule est derrière. Hein, vous voyez. Donc, Kamsas, un peu le même genre, parce qu'il y a un chef qui est fait d'or, hein, avec ensuite le blason qui est transversé en pâle par ces 2 bandes dorées sur fond de sinople, et vous retrouvez comme pour Verdun les gens d'Escatalen qui retrouvent aussi un chevron, hein, un chevron rouge, hein, et on les retrouve sur les voitures, hein, ça vient de là aussi, hein, les chevrons, le losange de Renault et le chevron de la marque de voiture, c'est le même principe, hein, ça vient de l'art de l'héraldique qui nous envahit de partout, hein, il est présent dans notre vie quotidienne sans qu'on y fasse attention. Hein. Donc, et au-dessus, ce chef aussi, tout rouge. Hein.
Montbéton, il est bizarre celui-là. Alors celui-là, ça s'appelle, je l'avais trouvé, comment ça s'appelait? Cantonné, c'est un canton, je crois que ça s'appelle. C'est une espèce d'équerre, hein, une espèce d'équerre avec ensuite des rectangles blancs, et voilà. Alors par contre, celui de Montbéton, c'est celui de famille là. C'est un monsieur qui s'appelle De Comont, qui est alors c'est le seul que j'ai trouvé qui est pratiquement, on en trouvera d'autres avec les deux Bernard, mais c'est le seul qui est noble, pratiquement, et qui appartient dans une famille qui est nobiliaire de la région, et qui a un blason très compliqué, hein, puisqu'il est partagé, donc écartelé, pas tout à fait écartelé, si, il y a 4 parties, avec donc des tours qui ne sont pas les mêmes en haut et en bas, et ensuite au centre, vous avez ces léopards d'or, hein, qui sont sur un autre écu à l'intérieur, qui est d'azur. C'est assez remarquable. Je l'ai trouvé donc j'ai un nobiliaire du Languedoc, de la Roque, je crois qu'il s'appelle, dans lequel il y a la description de ce blason et de cette famille de Comont, hein, donc une famille importante de la région toulousaine, et qui, les deux Comont, on les trouve aussi, il y en a un qu'on trouvait à Saint-Porquier, et on en retrouve aussi dans le Périgord. Ah, regardez Beaumont, ils sont fiers. C'est pas le blason d'origine de Beaumont. Si vous connaissez les armes de Beaumont, elles sont comme celles de Montauban. C'est un mont surmonté d'un arbre, hein, donc, qui n'a pas la forme de celui-ci, et qui est marqué ici, c'est un arbre qui est ce qu'on appelle, je crois, s'il a 7 branches, c'est un créquier, je crois. Donc il y a 7 branches, comme une espèce d'olivier, avec de sinople, et puis derrière, il y a cette espèce de croix qui a l'air cachée par l'arbre, avec, je ne sais pas si c'est comme une face dorée, dans un cercle, donc bleu, c'est fantaisiste un petit peu, me semble. C'est pas du tout le blason de Beaumont, hein, donc, qui est beaucoup plus simple que ça, et qui ressemble à celui de Montauban. Grenade, eh bien on a mis des grenades qui explosent, oui. Je ne sais pas s'ils ont voulu représenter, à moins que ça les peigne, avec parsemé de lys, hein, doré, hein, sur un fond d'azur, c'est pas mal aussi. Et à droite, vous retrouvez une composition un peu plus fantaisiste. Alors, est-ce qu'il y a un saint patron qui serait Saint-Michel, de la ville de Brignemont, sûrement, hein, qui est donc représenté avec la représentation traditionnelle de Saint-Michel. On aurait pu le mettre à Verdun aussi, puisqu'il est vénéré à Verdun. Et il est dans un ciel, puisque c'est Saint-Michel, finalement. On a fait un ciel étoilé, hein, qui est assez magnifique. Il y a même une espèce à moins que ce soit une fausse idée. D'ailleurs, on dirait qu'il y a un rayon, hein, je ne sais pas. Ouais, donc, vous voyez, il est très, très joli celui-là, hein, celui de Brignemont. Alors donc, je vous l'ai dit, non seulement les villes ont signé et ont essayé d'apporter leur contribution, on les a forcés, parce qu'ils ont été obligés, on les a taxés, on les a rappelés à l'ordre, etc. Et ensuite, il y a, donc c'est intéressant parce qu'on va retrouver des notables, quelques personnalités. Peut-être que si vous avez travaillé chacun et chacune sur l'état civil des villages de notre canton, on peut retrouver donc quelques notables assez curieux, mais vous allez voir que là, la fantaisie des fabricants d'armes s'en donne à cœur joie, vous avez pu avoir aperçu tout à l'heure, puisqu'ils nous donnent un peu n'importe quoi. Alors là, vous avez les médecins, donc la confrérie des médecins, il y en a un peu partout, ou des chirurgiens quelquefois, donc c'est pour ça qu'on les appelait aussi. Et donc vous avez ici tout simplement des lancettes, hein, qui sont représentées sur un fond doré. Donc c'est la fantaisie là aussi, mais simple. Hein. Les corporations sont évoquées en fonction de ce qu'ils fabriquent. Et donc pour les médecins, on a mis 3 lancettes, hein, je ne sais pas si elles sont grises ou argent, je pense qu'elles sont d'argent. Hein. Et non, ça peut être de l'argent sur le. Donc elles sont en sable ou je ne sais pas quoi. Le sable est plus noir, en fait. À droite, vous avez du sable, donc, des bandes de sable avec des croix, des étoiles d'or, hein, pour ce médecin de Verdun. Je ne sais pas s'il était repéré. Oui, oui. Vous avez la note, là, voilà. C'est Benoît Jamet qui est marié à Antoinette Delarose, dont on voit plusieurs manifestations dans le livre de Verdun au fil de l'histoire, le premier tome. Il est repéré. Oui, vous l'avez là fait, je l'ai quelque part. C'est Michel qui est allé m'a retrouvé tout ça. Alors, donc, voilà, un médecin.
Ensuite, vous avez Philippe Duport, personnage important, procureur du roi au siège de Verdun, donc là aussi, il a droit à une belle tour avec une porte d'azur, hein, et elle est très soignée, la description de la tour, avec ses fenêtres, tout, hein, ses créneaux. Alors on le connaît, celui-là donc aussi. Et à droite, alors, le blason de Verdun, on l'a vu tout à l'heure, hein, donc qui est reproduit à nouveau. C'est parmi les plus imposés en 1698. Il paye 7 livres 10 sols d'impôts et il a une servante et un serviteur. C'est quelqu'un de vraiment riche et important. Donc c'est normal qu'il y soit. À gauche, vous avez ce monsieur qui s'appelle Dutour, il y en a deux dans la même famille, hein, des bourgeois, un marchand et un bourgeois, qui ont tous les deux une tour, donc ils s'appellent Dutour, et qui ont, c'est un peu la même tour que tout à l'heure, hein, mais elle n'a pas la porte d'azur puisque le fond est d'azur, et il y a cette demi-roue, je ne sais pas comment ça s'appelle ça, qui est représentée. C'est un des signes les plus anciens que j'ai trouvé, qui remonte à l'époque visigothique, et c'est coupé en deux là. Donc, et à droite, donc c'est le même. Hein. Donc vous l'avez retrouvé dans celui-là, ce qu'il fait En fait, c'est Jean Dutour, ici dans le dossier, il n'était pas indiqué de localité, mais c'est apparemment la même famille de Verdun. Oui. Et on les retrouve plusieurs fois, les Dutour, parmi les notabilités dans les registres de 1685 à 1700 que j'ai dépouillé. Il est plusieurs fois présent. Les Ken, Jean Dutour sont présents. Donc je pourrais essayer de faire une publication dans votre bulletin en les reprenant et en essayant de voir qui c'est en face. Voilà. Hein, les marins, oui, par exemple. Elle a aussi Daraille, hein, qui est une famille sûrement ancienne de Verdun. Hein. Ah, Savenès, c'est Savenès qui est là, Daraille. Ouais. Daraille était consul en 1689, conseiller en 1700. Donc là aussi, hein, vous avez l'or et le rouge, et le gueule, c'est toujours... Ah, et celui-là, alors c'est le seul qui est comme ça. On lui a fait un signet, hein, donc juste les signets, c'était des décorations qui se trouvent au-dessus du blason, au-dessus de l'écu. Hein, et donc au-dessus, il y a un signet qui ensuite, suivant sa forme, permet de repérer c'est le grade du chevalier, si vous voulez. Et donc vous avez un signet, hein, avec un fond casal. Lui aussi consul en 1694. Il est consul aussi, oui. Un autre bourgeois de Verdun, alors lui il est de Sable, c'est moins noble, vous voyez, et de suite, avec de l'argent un peu partout, hein. Peut-être qu'il s'appelle Mal, quelque chose, il y avait des noirs, je ne sais pas. Malaride, normalement, ça pourrait dire mauvais bélier. Il est censeur de la confrérie des pénitents blancs. Ah oui. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il a des noirs, comme pénitent. Et Alpignan Cassagne, encore un autre. Celui-là, il est un peu plus compliqué aussi. Il a mis des têtes de lion, là. Ou de loup, je ne sais pas. Marchand consul aussi. Ah ouais. Alors ça s'appelle des échiquiers, ces signes-là, cette manière de faire. C'est des pièces de jeu d'échecs qui sont représentées. Alors le soulier, vous voyez, là, il y en a. Ils ne se sont pas fatigués. Hein. À partir de voir le gars s'appelle le soulier. Donc, on a regroupé, donc ça avait des fantaisies aussi grandes les unes que les autres, vous voyez, aussi bien en rouge, en noir, ou en, vous voyez, des souliers. Bon. Alors, je sais pas, on les connaît sûrement, c'est un nom qu'on trouve partout. Remarquez qu'ils donnent de haut talon. Oui, c'est vrai, c'est pas les souliers de n'importe qui. Les évêques avaient des souliers comme ça. Raymond Dufort, alors celui-là c'est le plus joli. Là on l'appelle Fourcade, il a une fourche, quoi, c'est vite fait. Hein. Donc on lui met une fourche et il a tout de suite un blason adapté. Hein. Donc il peut être fier aussi, oui. En fait c'était de la Fourcade. Ouais. Et il y a plusieurs orthographes. Ouais. À Dupantal, celui-là, vous voyez, docteur en Sorbonne, curé de Dupantal. Alors, des curés, il y en a quelques-uns, j'en ai repéré. Il y en a, vous allez en voir quelques-uns de pas chez nous. Alors, il est un peu plus savant, celui-là aussi. Ah, celui-là, il est joli, oui. Il y a deux espèces de sabres, là, qui sont un style un peu oriental, avec Notre-Dame de la Croix. Donc, hein, alors, les curés, souvent, n'étaient pas résidents, hein. Le curé, il pouvait se retrouver ailleurs, habiter à Saint-Gaudens, et être le curé de Notre-Dame de la Croix, et c'était les vicaires qui faisaient le travail. Hein. Donc les curés ne résidaient pas. Hein. Et celui-ci, le curé de Savenès,
Ah, celui-là est joli, parce que peut-être c'est une famille ancienne, je ne sais pas. Il a donc ce beau lion qui tire la langue l'an passé, avec un fond d'hermine. Ça, c'est la représentation de l'hermine qu'on trouve en Bretagne, vous savez. Donc, il est de sable sur fond d'argent. À gauche, un bourgeois consul de la ville du Mas-Grenier, donc je ne sais pas si on le connaît au Mas. Alors, je ne sais pas comment ça se dit qu'il y a un écu, un abîme à l'intérieur d'un autre écu. Et là, vous savez le nom le plus ancien, peut-être de notre région de Garonne, puisqu'il a donné le nom de mon village de Combe-Rouget. Donc Rouget, c'est Roger, en occitan, qu'on retrouve encore aujourd'hui, donc très présent comme nom. Et ce Rouget, donc, qui veut dire Roger, mais comme il sonne comme un rouget, on lui a mis un poisson. Il a un poisson avec au milieu de l'argent sur fond de sinople. Ah, celui-là, il s'appelle blanc. Alors je pense qu'ils ont voulu jouer en mettant tout simplement une décoration, un oriflamme, ça s'appelle, qui rappelle comme un drap suspendu, du blanc. Oui. Donc on lui a fait un bel oriflamme avec des dentelles, vous voyez, qui est sur un fond d'azur. Et le gaille, donc comme il s'appelle gaille, donc c'est un marchand du Mas-Grenier, eh bien on lui a fait un oiseau, tout simplement, pour rappeler le nom. Alors cela, je n'arrive pas à déterminer si ce sont des lunettes d'astronome, je pense, ou si c'est des trucs de médecin. Pour faire les lavements, non, quand même pas. Ou des canons. J'ai un mystère, je ne sais pas ce que c'est comme instrument. Je pense que c'est peut-être pour la lunette astronomique ou des canons. C'est peut-être des canons. Un Périès, dit breton. Alors, vous ne l'avez pas retrouvé celui-là? Non, je ne sais pas. Et brun, alors ça c'est intéressant, puisqu'il y a la symbolique de l'ours brun. Donc, on lui a fait un ours avec, sur un fond d'argent. Vous voyez, ils devaient s'amuser comme des fous. C'est des gens qui fabriquaient ça. Et celui-là, celui-là est magnifique. Il a la cabane roulante, la roulante, on appelle ça chez moi, avec l'invention du camping-car par les armoriales d'Osier, avec ses roues et cette toiture de chaume qui du coup est transformée en or. C'est fantastique. À gauche, Miolette, et là on y a foutu des miaou. Miaou. Alors Miolette, il est connu, il était Capitoul. C'était une famille de Capitoul, de Bourrette, qu'on retrouve, parce que les bourgeois de la plupart de nos villages, les familles importantes, souvent, sont en lien avec Toulouse, et eux, on les suit bien. Il y a une rue, il y a une plaque sur une maison de Bourrette, et donc il est repéré. Et celui-ci, alors pourquoi on lui a mis cette espèce de feuilles, on dirait des feuilles de chêne, hein, je sais pas, alors est-ce que c'est des glands, ou je ne sais pas ce que c'est, une betterave. Une betterave, c'est plutôt. On lui a fait une betterave, pourquoi? La fitte, c'est pas ça que ça veut dire, en fait. Il y avait un jeu de mots qu'on ne connaît pas. Voilà. Et à Marou, alors c'est le marronnier, on lui a fait un arbre, donc, alors que Marou, ça vient du bélier, et donc c'est sur fond, encore une fois, le fond de sable. Alors ce parpaing, je ne sais pas qui c'est celui-là, à Saint-Sardos, il y en a des nobles, il y a des notables à Saint-Sardos, c'est une petite bocade, et donc vous y avez ce fond de sinople avec ces bandes qui sont entourées d'argent et de sable, et alors c'est très curieux, on va le retrouver deux fois, ce famille l'âne, qui, est-ce que c'est pour marquer que l'âne c'est un animal qui n'est pas noble et qu'on prend donc la vache, qu'on retrouve souvent dans les armoiries, c'est les armes de Béarn par exemple, on met une vache à l'envers, ça se peut très bien, pour se moquer de l'âne, et la borderie, lui, bon, on lui a mis des ronds, je ne sais pas si ça évoque quoi, pour une borde, ou je ne sais rien. À la pétanque, oui. Et celui-là aussi. Alors, cette femme de Thiers de Longeon, ça aussi c'est une famille qu'on suit pendant tout le XVIIIe siècle. Les Longeon, ils ont donné beaucoup à l'église, on les trouve très souvent dans les archives de Saint-Sardos. Je les ai rencontrés à la région de Belbèze aussi. On en trouve comme donateur
Donc c'est un nom très présent, hein, à la Rasette aussi. Bourtomiou, bourgeois de Bouillac, il y a un lieu-dit qui s'appelle comme ça, et donc c'est sûrement l'origine. Donc Bouillac, il y a aussi quelques familles avec un chevron, encore une fois, et une bourse peut-être, je ne sais pas s'ils ont voulu jouer, se faire quelque chose qui rappellerait une bourse avec de l'argent. Et à droite, Lama, alors je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, ils ont fait ces petites têtes de carafe, avec des escargots, vous voyez, et avec un bec comme ça. Hein. Ouais. Et celui-là est joli, Grenier, marchand à Bouillac, à qui on a donné tout simplement, à Mocal le Grenier, donc des épis, hein, entrecroisés, magnifiques, dorés, hein, sur fond de gueule, encore une fois, on choisit les plus belles couleurs. Et celui-là, Barbeau, il a fait une barbichette, donc la barbichette, c'est la chèvre, je ne sais pas quoi, hein. Donc, on lui a fait un cabri, un bélier, hein, avec des cornes, hein, vous voyez, magnifique. Ah, celui-là est connu. Celui-là est connu. François Loum, c'est une très grande famille du XVIIIe siècle et de professeurs. Il était enseignant au collège de Saint-Bernard à Toulouse et il a été un de ceux qui a restauré. Il était membre de l'Académie des Jeux Floraux et archiprêtre donc de Beaumont. C'est un personnage qui est important. Il faudra peut-être que je me replonge un peu sur lui. On doit pouvoir retrouver ses œuvres et c'est un des grands noms. Je crois que j'avais fait une notice dans le dictionnaire des écrivains de Tarn-et-Garonne. Je ne suis pas allé la voir, mais vous voyez, je me rappelle tout d'un coup. Donc, et je l'avais fait à partir des travaux de M. Méras, qui avait travaillé sur l'abbaye de Grand-Selve au XVIIIe siècle, et qui avait montré les liens entre le collège Saint-Bernard de Toulouse, Grand-Selve, et donc il avait le titre d'archiprêtre de Beaumont, mais il mettait peut-être pas les pieds. Hein. On lui a fait un loup, hein, parce que Loum, ils ont joué sur Loum, hein, qui veut dire l'orme en fait. Hein, l'origine de Loum, c'est l'orme, hein, mais on lui a fabriqué un loup. Hein. Et celui-là, le médecin, là, on lui a fait des miroirs, je ne sais pas quoi. Hein. Des stéthoscopes de l'époque, je ne sais pas. Hein. Bon. Ah, il était barbillé en même temps, oui, c'est sûr, les gens étaient barbillés aussi. Ah oui, des palettes de saignée. Ah oui, pas bête. Ça pourrait être des plats de quête pour un curé, mais. Et à droite, celui-là, blanc, vous voyez, on y a fait un signe. Hein, c'est-à-dire une espèce d'animal qui rappelle, en effet, hein, quelque chose de plus joli qu'une encarte. Je préfère que ce soit un signe plus noir. Et celui-là, le Culier. Culiens, c'est une grande famille de Beaumont. Il y a un prédicateur célèbre qui a une pierre tombale dans l'église de Beaumont, Antoine de Culiens, qui était prédicateur à la cour sous Louis XIII. Et cette famille donc, qui est très, très, très connue, il est représenté, vous voyez, est-ce qu'on a fait un jeu de mots sur le cul, hein, pour lui faire un pantalon, hein, ça se peut très bien. Hein. J'ai retrouvé, il avait une culotte sur un blason à Montauban, ouais. Et c'est pas du tout le même nom de famille. Ah, c'est pas le nom. Donc la culotte est liée peut-être à l'office. À l'office, peut-être à la judicature. Ça se peut. Et à droite, l'espion. Alors celui-là, vous voyez, c'est n'importe quoi. Hein. À partir du moment où vous avez ces espèces de triangles ou de pointes, comme ça, hein. Donc on lui a donné. Alors que Pio fait penser à pâle, hein, une Pio. Le chat qui plantait un pieu. Donc on lui a fait des pieux d'azur. Hein. Et celui-là aussi. Alors celui-là, je les connais, parce que j'ai fait, il y a très longtemps, il y a plus de 30 ans, la généalogie d'un personnage qui s'appelle Jean de Bernard de Saint-Jean et qui s'appelle Bernat de Saint-Sauvi, qui était seigneur de la seigneurie du village de Saint-Salvi dans la commune de Bouillac et qui est connu comme poète occitan au XVIIIe siècle et qui était maréchal des lieutenants des maréchaux de France. Il faisait régner la justice, gendarme, si vous voulez, gendarme à Beaumont à l'époque, et ses parents, donc ça je pense que c'est les grands-parents à lui, Jean-Georges de Bernard, il s'appelait de Bernard de Saint-Jean, hein, et donc était procureur du roi. Quand j'ouvre les vieux registres, l'autre jour je suis allé faire des recherches sur la Rasette,
chaque fois que vous avez le papier collationné, vous savez, au début des registres, il y a le tampon, il y a le timbre, il faut payer un temps, et il y a un tampon dessus, et il y a marqué collationné, hein, c'est toujours Jean-Georges, c'est eux qui signent chaque fois, c'est de Bernard qui donne l'autorisation d'ouvrir le registre. Et à la fin aussi le contrôle. Et donc, vous voyez, on leur a fait ce blason, donc c'est peut-être un blason de famille, et on retrouve l'âne. Hein, vous voyez, donc, avec le même, cette Françoise de l'âne, je crois qu'elle était native du côté de l'île Jourdain, cette Françoise de l'âne. Veuve de Bernard, vous voyez, procureur des rois, on retrouve le même signal pour l'âne. Alors pourquoi, je ne sais. Et celui-là, alors, avec le verre, la manière de faire ces clochettes que vous avez ici, donc en Sinople, c'est traduire, alors on fait le jeu de mots sur le verre, qui n'est pas bon, et le Sinople, le verre étant une fourrure, donc on traduit la fourrure par ces clochettes, en héraldique. Vergne, il y a une rue, au-dessus du presbytère, la rue à côté, s'appelle la rue Vergne. Donc c'est sûrement ce Vergne de Beaumont qui est un notable, qui a eu droit lui aussi à payer, ou il a fallu qu'il paye pour avoir son blason. Et à droite, Sirol aussi. C'est une vieille famille de Beaumont. C'est même parmi les ancêtres du Charles Le Cotier, fondateur de la société archéologique, qui était descendant d'une Anne Sirol. Et donc vous y retrouvez, là aussi, bon, sûrement des armes authentiques de la famille, peut-être, hein, avec ces croissants d'argent, hein, bon, et ensuite leur face d'or. Ah, celui-là, la cassette, ça ne peut pas casser la figure pour y fabriquer une casserole. Donc, il traîne une casserole, celui-là. Donc, c'est amusant, vous voyez. Donc, quand je vous dis qu'ils s'en ont appelé, ils se sont défoulés. Hein. Et à droite, le truelier, il est truelier aussi, on lui a fait une truelle, hein. Donc il était peut-être franc-maçon, mais je ne sais pas. Donc, en tout cas, on lui a fabriqué cette truelle. Hein. Sabourousse, curé à Saint-Nicolas-de-la-Grave, celui-là est un peu fantaisiste, donc puisqu'on trouve une composition, alors je l'avais trouvé, comment ça s'appelait ça, je l'ai oublié maintenant, ça a un nom particulier, je l'avais cherché, je ne me rappelle plus maintenant, ce genre de tresse, hein, de croisement, et à droite, un conseiller du roi, donc maire de Saint-Nicolas-de-la-Grave, avec quand même de l'eau qui rappellerait peut-être la Garonne à côté de Saint-Nicolas, le lac il n'y était pas à l'époque. Mais on pourrait le proposer aux gens de Saint-Nicolas, avec ses cœurs rouges, comme font les enfants, hein. C'est très curieux. Et ensuite, alors est-ce qu'il y a un jeu de mots sur la marée, marassé, peut-être, ils ont fait un jeu de mots sur la marée, marasso, ça se pourrait. Et celui-là, Gaupan, bourgeois de Saint-Nicolas, Gaupan, Gao, ça fait penser au coq, hein. Donc ça pourrait très bien qu'ils aient voulu mettre un coq, et ensuite ils ont fait ce lion et affreux, avec sa lague qui tire, voilà. Et à droite, Philippe Paris, autre famille, donc il faudrait chercher à Saint-Nicolas-de-la-Grave, qui a des bandes sans aucune originalité. C'est la fin, je crois. Voilà, donc vous voyez, c'était en grâce à Michel, encore une fois, qu'il fallait les pêcher, parce que c'est pas en même page, hein. Il faut aller parcourir 70 ou 80 pages, hein. Vous avez parcouru peut-être 100, hein, pour aller repérer. En tout cas, vous pouvez vous-même, c'est très facile, vous tapez Grand Armorial d'Osier, vous cherchez la partie Languedoc, et vous allez... Alors, il y a des tables qui permettent, peut-être qu'il vous donnera le conseil mieux que moi, il y a des tables qui permettent de taper un nom de ville, par exemple. Donc vous allez trouver Verdun ou Bouillac, ou je sais pas, et donc ça vous permet de repérer les pages une fois que vous êtes... Ou Grand-Selve. Moi j'ai tapé Grand-Selve, avec Grand-Selve, j'ai trouvé le reste, parce que à partir du moment où vous êtes à Grand-Selve, vous tournez la page avant, vous allez avoir Verdun, ou vous allez avoir Brignemont ou Grenade, et vous promenez sur les pages environnantes. Et donc vous allez retrouver, donc si vous avez de la famille dans d'autres villages du Tarn-et-Garonne, par exemple à Sérignac ou ailleurs, vous pouvez vous taper. Hein. Quand le village est original, sur l'inventaire, normalement, il y a le nom du village. Hein, voilà. À moins que vous ayez d'autres conseils à dire. Moi, je suis allé au pif comme ça. Hein. Il y a un site qui s'appelle Héraldique. Un site qui s'appelle Héraldique et dans lequel vous avez aussi Grand Armorial de France. Il y a 2 ou 3 sites qui donnent les renvois à Gallica, puisque c'est sur Gallica que se trouve Dosier et Planche.
mais il y en a un qui donne les tables alphabétiques, par ordre alphabétique, de toutes les localités. Simplement, il faut se méfier, ça donne les localités où il y a les communautés religieuses, les communautés d'habitants, les îles elles-mêmes, mais pas les individus eux-mêmes qui seraient dans cette ville. Par exemple, les bourgeois, s'ils sont de Verdun, eh ben quand vous tapez Verdun, vous ne trouvez que les habitants de Verdun. Mais pas loin, dans les pages autour. Alors après, il faut faire les pages autour. 10 pages avant, 10 pages avant. Voilà, là j'ai fait Montauban, j'ai trouvé les 18 communautés de métiers de Montauban qui sont dedans. Il faut quand même faire à peu près 75 à 80 pages. Et en prendre un ou deux ou zéro par page en faisant à droite et à gauche de l'endroit où on était tombé. Donc ça prend quand même un certain temps, surtout la sélection des images. Mais mes amis de la Société archéologique m'avaient averti que ça allait être assez décevant. C'est vrai que c'est pas si parlant que ça sur les vraies armoiries finalement des villages. On en a trouvé quelques-unes, hein. Mais dans l'ensemble c'est assez décevant. Je croyais y trouver une moisson plus abondante de vraies armoiries pour certains de nos villages. C'est pas le cas. Par exemple, je n'ai pas trouvé Grisol, je n'ai pas trouvé Aucanville. Eh bien, c'est dommage. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de personnes d'Aucanville. Non, Non, mais mais je voudrais dire quelque chose. Merci. Voilà. Je voudrais dire, Aucanville, c'est dommage de ne pas l'avoir mis, parce qu'on appelle le pays des Aoukates, bien sûr, le pays des oies. Alors il se trouve que sur le blason, il y a une oie, justement. Alors on se plaît à dire le pays des oies, mais j'ai vu à l'origine, ça s'écrivait O-C-H, Auchamville. Alors Aucamvilla, oui. Alors après il y a eu Aucam, on a supprimé le M, c'est devenu Aoukat en occitan, et c'est devenu la ville des oies, ce qui est très péjoratif pour les habitants. Je croyais que c'était dans Nosier que ça avait été inventé. Non, ça a été fait après, oui. Et en réalité, l'oie est le symbole de la sagesse et de la fertilité. Donc, c'est pour redonner le blason ouvrier de Canville. Voilà. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne suis pas spécialiste de la question automatiquement. Hein. Excusez-moi si vous êtes spécialiste des grandiques, je vais massacrer souvent les termes techniques. Merci infiniment, monsieur l'abbé. Merci.